on voit bien que l'élément essentiel, c'est le retour qui est fait aux élèves. Comment cette évaluation formative va pouvoir être comprise par les élèves en retour pour pouvoir améliorer leurs apprentissages. C'est comme on l'a dit tout à l'heure plusieurs fois, hein, c'est quand même les élèves qui sont responsables de leurs apprentissages. Il n'y a qu'eux qui apprennent. Vous faites ce que vous pouvez pour leur enseigner, mais c'est eux qui apprennent. Donc il faut que leur retour leur soit utile. Donc je vais passer un moment à explorer, à vous expliquer comment peut fonctionner ce retour. On a un état initial de l'élève et puis un but final. Donc l'élève a bien compris quel était le but, vous lui avez permis d'anticiper. Une fois qu'on en est là, qu'il y a cet écart entre l'état initial et l'état final, ce qu'il faut, c'est que tous les élèves puissent remonter leur niveau et faire en sorte que leur état corresponde à ce qui était visé. Il faut qu'ils puissent répondre à la question « Où est-ce que je vais ?» Je ne vais pas détailler cette question-là, parce qu'on l'a déjà abordée, puis que j'en reparlerai tout à l'heure avec le détail des tableaux de progression et des descripteurs de compétences. S'ils savent où ils vont, alors ils vont essayer d'avancer, de faire quelque chose. Et la question va être, mais ce que j'ai fait, est-ce que ça correspond? Et qu'est-ce que je peux faire ensuite? Et pour cela, il va leur falloir un retour, ce qu'on appelle un feedback. Est-ce que mes essais vont dans la bonne direction? Donc c'est là que vous circulez dans les classes, c'est là, entre les groupes, c'est là que vous distribuez vos coups de pouce, etc., de manière à ce que les élèves puissent se sentir avancer dans la bonne direction. Comment est-ce que ça fonctionne pour un élève? Il faut qu'il se rende compte qu'il y a une difficulté. C'est ça le problème. S'il n'y a pas de difficulté, il va continuer à avancer vers le but. Il se dit non, finalement je sais faire. Je sais faire avec le matériel qu'on m'a donné, mais je sais faire. Donc j'avance vers le but. Et petit à petit, il avance vers le but. Le problème, c'est que pour certains, oui, il y a une réelle difficulté. Ils ne savent pas comment faire. Le facteur qui rentre en ligne de compte, qui leur permet de ne pas décrocher, c'est la confiance qu'ils ont dans la situation. Est-ce que je peux avoir confiance dans ceux qui m'entourent, et notamment dans l'enseignant, mais aussi dans mes camarades autour de moi, pour pouvoir essayer, me tromper, mais tenter d'avancer? Si la réponse est non, c'est sûr qu'il y a un désengagement. Et on voit bien que c'est le climat de confiance qui fait que les élèves vont rester engagés ou pas dans l'activité. Et ce climat de confiance va être donc la clé du succès. Comment est-ce qu'on fait le climat de confiance? Eh bien, on le fait quand l'anticipation, elle correspond à ce qui a été fait. Là, on va voir plusieurs fois, préparer le bilan, donner la date du bilan, etc. Ce qui a été dit, on le fait. Et ça construit le climat de confiance. Si c'est oui, il y a une reprise des efforts, et on revient au début, on fait une autre action, on a un autre feedback, on se repose la question de la difficulté, et petit à petit, l'élève progresse. C'est comme ça que donc, les psychologues comprennent le rôle de ce retour direct d'information donné par l'évaluation formative, par l'évaluation de soutien des apprentissages, dans un cadre donc, qui fait que l'évaluation n'est pas que formelle, hein, c'est aussi le rôle de l'enseignant, le rôle des autres élèves, que d'établir ce climat de confiance. Vous avez pu toucher du doigt ce modèle pour vos apprentissages à vous, hein, certainement, quand vous étiez dans des apprentissages difficiles, donc vous vous souvenez un petit peu des apprentissages à l'âge adulte, hein, comment ce climat de confiance vous aide à vous dépasser, et c'est la même chose pour les adolescents ou les jeunes enfants. Alors on va creuser un petit peu les questions 2, 3 et 4. Comment est-ce que, en tant qu'enseignant, on peut faire en sorte que cette boucle, tout à fait virtueuse, puisse se mettre en place? Première question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais faire ensuite? Et le retour, donc, de l'enseignant efficace, de l'enseignante efficace, c'est un retour qui est immédiat et rapide. Hein? Si on diffère trop le retour qui est donné à l'élève,
il va avoir du mal à avancer. Donc, le rôle de l'enseignant, à ce moment-là, on est plutôt dans la pratique guidée, hein, si on fait référence à tout à l'heure, c'est vraiment de circuler dans la classe pour aider les élèves à avancer. Montrer les progrès et pointer les difficultés. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des discussions entre élèves pour mettre en valeur les progrès, mettre en valeur les difficultés. C'est le rendez-vous dont on a parlé tout à l'heure, au bout de 15 minutes. Où est-ce que vous en êtes? Ah ben moi j'ai compris la consigne comme ça, moi j'ai commencé comme ça, j'en suis pas sûr. Expliquez-vous, moi je vous redis ce qu'il en est. Et ça construit ce climat de confiance et ce retour d'information efficace qui permet aux élèves de progresser. Deuxième manière de construire ce climat de confiance, en montrant les progrès, pointant les difficultés, c'est encore une fois de travailler sur des exercices résolus, dont je parlais tout à l'heure. Donc, encore une fois, on essaie de ne pas multiplier les gestes professionnels que vous avez à changer, mais celui-ci est tout à fait important. Alors, dans la conférence de consensus sur la différenciation, André Tricot présentera ces travaux-là, vous pourrez l'écouter. Lui, il les complète un petit peu de manière que je trouve intéressante. Il dit, bien sûr, il faut travailler sur des exercices résolus. C'est tout à fait intéressant pour les élèves que de se placer en tant qu'évaluateur et de comparer les exercices résolus. Mais si on passe d'exercices résolus à exercices à résoudre, souvent il y a un pas qui est trop grand. Et ce que l'on peut faire, c'est des exercices partiellement résolus. Alors je suis sûr qu'il y a des enseignants qui font ça sans le savoir. Quand, par exemple, en expression écrite, ils donnent l'introduction, ils donnent la conclusion, et les élèves doivent écrire la partie intermédiaire. On est là-dedans, par exemple. On est là-dedans. Mais arriver à systématiser cette manière de faire. Et là, il y a un jeu didactique qui est tout à fait intéressant. Se dire, tiens, qu'est-ce que je peux enlever comme information, simplement, quelle partie de la résolution j'enlève pour que mes élèves travaillent ce point-là. Et puis le reste, je le laisse comme déjà résolu, éventuellement résolu de deux manières différentes, et ils auront à choisir. Plutôt que de toujours se contenter de donner des exercices à résoudre. Et là, il y a un retour qui est fait aux élèves parce qu'ils voient comment on peut résoudre, et ils se disent, tiens, j'y avais pas pensé, ou tiens, j'aurais fait comme ça. Donc, ils se situent par rapport à ce que vous attendez. Et ça les aide. Deuxième point, essayer de faire progresser les élèves, les tirer vers l'avant. Encore une fois, on est toujours dans une idée qu'on veut les faire progresser dans cette évaluation. Votre obsession, c'est de les faire progresser. Pour faire progresser les élèves, encore une fois, il faut leur donner des informations. Quand on les incite à réfléchir, c'est réfléchir vers l'avant. Réfléchir, ça fait penser au miroir. Servir du miroir comme un périscope et pas comme un rétroviseur. Nous, en tant que personnes cultivées, classe sociale moyenne, intellectuelle, on aime bien réfléchir pour savoir où on en est, ce qu'on a fait, etc. C'est pas ce qui fonctionne le mieux avec des enfants, ça fonctionne encore moins bien avec des adolescents. Vous leur donnez un miroir, ils s'en servent toujours pour essayer de projeter des tâches plus loin, etc. Hein? S'en servir comme la réflexion comme un périscope. Un entretien réflexif comme un périscope. On va voir devant. Et c'est beaucoup plus efficace. Un élément très clair à faire, une pratique, c'est ce que vous avez mis en place à toutes vos post-it. Préparez l'évaluation périodique, l'évaluation bilan. Si déjà vous faites ça, vous ne faites que ça, vous ne changez que ça dans vos pratiques, vous allez voir que ça change le climat de classe et ça leur donne confiance. Préparez l'évaluation bilan. Et se tenir à ce que vous avez préparé avec eux. C'est très difficile. Je vous donne la parole tout de suite. Je donne un exemple de difficulté. C'était une enseignante stagiaire, donc en M2. Elle était sur son mémoire. Elle devait réussir son mémoire. C'était lié aux résultats de ses élèves quand même si ce n'est pas le critère principal, mais on aime bien, et les étudiants aiment bien, que les élèves montrent qu'ils ont atteint leurs objectifs. Elle avait bien respecté toutes ces consignes, jusqu'au bout.
moi j'étais allé la voir, vraiment les élèves étaient en réussite totale. Et tout marchait bien. Je la vois 15 jours après, elle était dépitée, complète. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ils ont tous échoué. Je lui dis, j'y crois pas, puisque vous m'avez montré, c'est pas possible. Elle me dit, bah oui, mais au dernier moment, j'ai changé l'évaluation parce que c'était trop facile. Ils allaient réussir. Et je lui dis, mais c'est ce qui était visé. Mais c'est dans notre culture, hein, très, très ancrée, très loin, l'enseignant, de se dire, bah non, s'ils réussissent tous, c'est que je suis laxiste, ou c'est que j'ai raté les objectifs, c'est que je ne sais pas. Donc arriver à lutter contre ça, c'est le système 3, hein, s'empêcher d'avoir des pratiques comme ça. De rajouter un exercice bonus en se disant, voilà, je verrai où vont les plus forts. Ça, c'est juste pour trier les plus forts. Non, on n'est plus là-dedans. Alors, ce retour que l'on fait aux élèves dans ce genre d'activité, ce qui est important, si je résume, c'est de leur montrer qu'ils sont responsables de leurs apprentissages. C'est eux qui apprennent. Vous, vous enseignez et vous faites tout pour qu'ils apprennent. Mais c'est eux qui apprennent. Il faut s'interdire de dire « qu'est-ce que vous me faites là ?» C'est pas « me » ou « faites-moi ça ». C'est pas à vous, c'est pour eux. Ça, c'est olympique pour les profs, si vous arrivez à faire ça. Vous êtes de niveau olympique, médaille d'or. D'enlever ce pronom. Qu'est-ce que vous me faites là? Non, c'est qu'est-ce que vous faites là? Essayons de faire ça pour essayer de faire ça. Restez honnête dans le retour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser croire qu'il y a une espèce de petit travail restreint, pas très abouti, qui est attendu. C'est pas ça. Vous voulez être exigeant, mais à la hauteur de ce que les élèves peuvent réussir. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois bien que ça ne va pas. Tu peux faire un pas supplémentaire? Non, pas aujourd'hui. Je te pousse pas. Non, aujourd'hui tu ne peux pas, je te pousse pas, mais demain je vais te reprendre. Hein, dans une des vidéos que je vous montrerai ou que vous regarderez, l'enseignante de biologie est vraiment sur cette interaction-là. Qu'est-ce que tu peux faire pour aller au niveau de maîtrise supérieure? L'élève le dit. Et il dit à l'enseignante, non mais je ne le fais pas. Et l'enseignante lui dit, bon bah ça va pour aujourd'hui. Et après dans l'entretien, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est pas normal. D'habitude, tu n'es pas comme ça. Elle me dit, oui mais là, vu l'heure qu'il était, vu son comportement, je me suis dit, je ne le pousse pas pour le moment. Mais je vais le pousser la séance d'après. Voilà, toujours être exigeant. Les retours efficaces portent sur la tâche. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que tu as fait? Toujours sur la tâche. Les élèves qui sont en difficulté, ils ont besoin de retours à partir des méthodes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qui peut t'aider? Par où tu peux commencer? Qu'est-ce que tu vas faire après? Souvent, c'est par où tu vas commencer. Quand vous êtes en accompagnement personnalisé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Où est la consigne? Qu'est-ce qui peut t'aider? Quand tu auras commencé, comment tu sais que tu continues? Voilà. Et à la fin, comment tu peux vérifier? Et il y a des élèves qui vont vous dire, ben, je ne vérifie pas, je te rends puisque j'ai fini. Et on a toujours des problèmes, vous avez toujours des problèmes avec ces élèves qui ne relisent pas parce qu'ils pensent que puisqu'ils ont fait, maintenant il faut donner pour être jugé. Donc bien montrer que non. Voilà, comment est-ce que tu peux reprendre? Ce qu'il faut s'interdire de faire, c'est des retours sur la personne. Si on met en place notre système 3, qu'est-ce qu'on s'empêche de faire?
les retours sur la personne. Même les retours positifs. Ah, aujourd'hui tu as bien travaillé. Ah, tu vois quand tu fais des efforts. Pourtant, c'est bienveillant comme retour. Vous ne dites pas ça pour couler l'élève. Mais il y a un certain nombre d'élèves qui sont coulés par ce genre de retour. Comment dire? Très simplement, il y a deux conceptions de l'intelligence qui sont partagées dans la société, y compris par les élèves. Il y a une conception fixe. On sait, on ne sait pas, on est bon, on n'est pas bon, on est intelligent, on n'est pas intelligent. Ou on a une intelligence manuelle, mais d'autres ont une intelligence intellectuelle, on est bon en maths, mais on n'est pas bon en sciences naturelles, et quand on est bon en maths, on est bon en algèbre, mais on n'est pas bon en géométrie, etc. Hein, cette conception fixiste de l'intelligence. Et puis il y a une conception malléable. On fait tout le temps des erreurs, mais on progresse, d'erreur en erreur, mais de plus en plus de maîtrise. On ne sait pas faire certaines choses, mais quand on est dans des conditions pour apprendre, on a besoin d'apprendre ou envie d'apprendre, on peut apprendre. Ces deux conceptions s'opposent. Mais vous avez les deux dans la classe. Les élèves en difficulté sont souvent sur la conception fixiste. C'est-à-dire que s'ils ne savent pas, ils ne sauront jamais. Et ils pensent que les autres élèves savent tout de suite, dès le début. Et ils ont des tas de justifications pour ça. D'ailleurs, c'est ces autres élèves qui lèvent le doigt tout de suite. Et les enseignants disent « Non mais attends, je sais que tu sais, mais je vais interroger les autres. » Ça se voit bien qu'ils savent tout de suite. Vous voyez, il y a des petits indices comme ça conforte leur fausse conception. Et donc, il y en a quelques-uns qui n'ont pas besoin de faire des efforts, et eux, ils ont besoin de faire des efforts pour vaincre le fait qu'ils ne sont pas intelligents dans cette matière. Et si l'enseignant les félicite sur les efforts, alors qu'il ne félicite jamais les autres sur les efforts, ça veut bien dire qu'eux, ils sont bêtes, puisqu'ils ont besoin de faire des efforts pour réussir. Donc le fait de les féliciter sur leurs efforts, ça renforce leur idée qu'ils sont en difficulté, puisqu'ils ont besoin de forcer pour réussir, alors que les autres n'ont pas besoin de forcer, ça se voit bien. Et que les autres, ils s'en rentrent en plus à la récréation en disant « Oh, moi j'ai fait mon travail en 2 minutes, tout en regardant la télé. » Parce qu'ils ne manquent pas non plus de s'envoyer des vacheries quand ils sont ensemble. Donc vous, derrière votre idée bienveillante de dire « Tiens, ben, cette fois, il a forcé, je vais l'encourager », vous allez à l'encontre de ce que vous cherchez à faire. Et du coup, pour vous, pour le coup, c'est très décourageant, parce que, hop, il était rentré dans l'activité, certainement en s'intéressant à la tâche, vous le ramenez à sa personne en le félicitant sur les efforts, et du coup, il ne s'intéresse plus à la tâche. Et vous vous dites, zut, qu'est-ce que je peux faire? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? S'interdire de féliciter sur les efforts. Là encore, c'est olympique, hein. Décidément, vous allez être une équipe de champions. Mais c'est là que c'est difficile, que le métier d'enseignant est difficile. Parce que c'est sur des petits gestes comme ça, mais c'est là qu'il est passionnant aussi, hein. Sur des petits gestes comme ça, quand on est pro, c'est sur des petits gestes comme ça qu'on arrive à faire progresser les élèves. Sinon, c'est vraiment de la dépréciation de soi, de l'anxiété, parce que est-ce que je vais être aussi bon la prochaine fois, etc. Donc là, toutes les études convergent aussi là-dessus. C'est un résultat sûr. Si on veut être efficace, il faut toujours faire des retours sur l'activité, sur la tâche, par où tu as commencé, qu'est-ce que tu as fait ensuite, où est-ce que tu as eu des difficultés, comment tu les as surmontées, comment tu t'es servi des ressources que je t'ai données, des coups de pouce, etc. Question suivante, donc, comment est-ce que, les questions 3 et 4, donc, est-ce que j'ai des difficultés à atteindre, comment puis-je les atteindre, est-ce que je peux avoir confiance? Montrer, donc, par toutes ces démarches, que le but, votre but à vous, c'est le progrès des apprentissages. Et là, encore une fois, vous êtes un peu le seul combattant de cette affaire-là, même par rapport aux élèves.
dans les vidéos qu'on observera peut-être, l'enseignante présente sa démarche d'auto-évaluation et elle demande aux élèves à quoi ça sert. Les élèves disent savoir si on a bien réussi ou pas. C'est un jugement. Et c'est l'enseignante qui est obligée de dire oui, mais moi je veux vous permettre de progresser. Mais son outil d'évaluation formative démontre qu'elle veut les faire progresser. Donc c'est cohérent, ils ont confiance, et ça avance. Mais dans leur idée à eux, c'est vraiment pas certain, même avec une enseignante qu'on connaît bien, que cette personne soit là pour les faire progresser. Ils ne sont pas forcément habitués à rencontrer des adultes qui veulent les faire progresser. Donc bien mettre ça en ordre. Ça passe par le fait de viser la tâche à réaliser, de viser la méthode, de viser l'autorégulation. Je vous laisse lire donc tout ce qui est surligné, je vous laisserai lire, qui est de comment est-ce qu'on peut interagir avec les élèves. C'est tiré d'exemples d'études avec des enseignants. L'idée, c'est d'installer ce climat favorable aux apprentissages. Alors, ça va difficilement avec de simples séances où il n'y a que des exercices à faire. Ça va aussi avec des séances où les élèves sont dans des démarches d'enquête, dans des démarches de projet. Parce que dans ces démarches d'enquête, ces démarches de projet, on n'est jamais trop sûr du résultat. Donc il faut être capable d'accepter l'aide des autres et puis les commentaires des autres. Et ça va avec une démarche d'évaluation formative. C'est-à-dire que dans l'évaluation formative, c'est sûr ça va mieux marcher si on est dans un climat de classe où il y a de la coopération, où il y a des défis, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va réussir. Et puis il y a les commentaires des autres pour me dire voilà, je comprends pas, est-ce que tu aurais pu faire comme ci, comme ça. Il y a un respect mutuel qui s'installe. Ça va avec la notion de respect et contrôle dont j'ai parlé la dernière fois, du coup avec la gestion du carnet de correspondance, etc. C'est assez subtil à mettre en place, mais dans les démarches de projet, les démarches d'enquête, on a quelque chose qui fonctionne bien. On discutait avec monsieur le principal tout à l'heure autour de ce qui a été fait ici sur le stage de 3e. Voilà, on est dans un climat de confiance, on ouvre le collège pendant les vacances, et il y a des élèves qui répondent parce qu'il y a des profs qui sont là pour les aider à avancer, à progresser. On est dans ce climat-là, très clairement, avec des gestes professionnels très précis. On ouvre le collège, c'est les vacances, il y a des profs qui seront là pour faire progresser. Après, on sait que le feedback, le retour, il ne peut pas être fait collectivement, vous avez bien compris, à tous les élèves. Tous les élèves sont différents. Il y a des élèves qui sont en difficulté, et donc eux, ils ont besoin d'un retour immédiat, précis. Ta démarche est exacte, mais le résultat est faux, comment tu peux faire? Leur dire qu'ils sont sur la bonne voie. Oui, vas-y, ça fait partie de l'étayage dont vous parliez. Et puis il y a des élèves qui sont en réussite, ça ne sert pas grand-chose de leur dire ça, ils le savent. On peut confirmer que de toute façon, ils n'ont pas bien confiance en eux, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est, pour eux, ce qui est intéressant, c'est dire comment tu pourrais reprendre, comment tu pourrais t'en servir la dernière fois. Tu as vu par rapport à ce que tu avais fait il y a 15 jours, comment tu as progressé, etc., etc. Des retours beaucoup plus distanciés. Et puis, on a des élèves, même si on n'est qu'au cycle 3, mais il y a des élèves jeunes et puis des élèves plus âgés. Les élèves jeunes, le retour est assez bref, c'est pas la peine d'en dire beaucoup. Il y a un petit nombre d'indicateurs de succès et d'amélioration. C'est pas la peine de multiplier les compétences à viser. Pour les élèves plus âgés, on peut quand même se référer à des ressources méthodologiques, un peu comme votre dictée négociée, mais dans toutes les disciplines et avec d'autres outils, faire en sorte qu'ils puissent s'autonomiser par rapport au matériel que vous avez distribué. Ce sur quoi il faut se méfier, et puis je m'arrêterai là sur le retour, c'est ce qu'on appelle les prophéties autorévélatrices. Cet élève-là, il est en difficulté, donc on ne lui pose que des questions simples, on ne lui fait que des retours simples, et comme il n'a jamais accès aux questions complexes et aux retours complexes,
et bien on voit bien qu'il est en difficulté. Et comme en plus il se sent en difficulté, il répond à côté de la réponse attendue, et donc il est encore plus en difficulté. Donc il faut donner à tout le monde des défis qui soient équivalents. Oui, mais puisqu'il est en difficulté, c'est pas nous qui l'avons inventé quand même. Hein. Il est réellement en difficulté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ce qu'on peut faire, c'est décomposer la tâche en tâches plus facilement réalisables. Alors, parce qu'on donne des ressources, des coups de pouce, c'est un premier point. Parce qu'on donne des exercices partiellement résolus, c'est un deuxième point. Parce qu'on lui laisse le choix entre plusieurs modes de représentation des savoirs à mémoriser, et que lui, il a le droit d'utiliser différents modes, d'autres collègues, des modes différents d'autres collègues, etc., etc. Privilégier les réussites partielles. Il vaut mieux réussir partiellement dans un premier temps que d'avoir l'impression qu'on nous donne un travail déprécié, qu'on nous maintient dans une situation de difficulté. Donc voir comment est-ce qu'on peut privilégier les réussites partielles grâce au coup de pouce, grâce aux aides, grâce au travail différencié.